Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug-Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug-Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, on vous parle dans la section veille de plein de choses comme d'habitude. Dans le dossier de cette émission, nous nous consacrerons au beacon d'Apple, qui est une technologie assez récente. On vous fera une petite présentation de ce qu'on peut faire avec et de ce qu'on ne peut pas faire. Dans la toolbox, on vous parlera des stats navigateurs et des expressions régulières. Et dans la zone 404, de WebGL et d'HTTPS. Et avant, comment vas-tu, Teddy? Ça va très bien. Ça va, c'est la forme? Ça va. Super, on démarre? On démarre. C'est parti pour la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est la section veille. Et dans la section veille, Teddy nous parle encore de Raptor. Qu'est-ce qui se passe, Teddy? Alors, Raptor, on en a parlé 2 fois, il me semble, sur les quelques derniers épisodes. Ouais. Et notamment sur le dernier, où on parlait de ses performances. Voilà, c'est ça. Donc, Raptor, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Alors, c'est beaucoup dans l'univers Rails. C'était censé être Raptor, c'est un serveur web pour Rails. Oui, c'était censé être un serveur web en Ruby qui était 4 fois plus rapide que le plus rapide des serveurs qui existaient. Alors attends, est-ce qu'on se trompe pas? C'est pas Puma celui-là? Non, c'est bien. Il s'appelait Raptor, c'était Raptor. Puma, c'est un serveur web qui existe déjà. D'accord, je croyais me tromper. Ouais, peut-être pas depuis longtemps, mais qui existe déjà. Non, c'est vraiment Raptor. Et en fait, voilà, on savait pas trop d'où ça sortait, Raptor. Sur les articles en parlaient, etc. Il y avait un site qui a été fait pour. Yes. Et en fait, maintenant, c'est bon, on a l'origine, on connaît la vérité vraie sur ce Raptor. En fait, c'est une opération de com qui a été faite par la boîte qui fait Fusion Passenger. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, ça a été le premier serveur web pour Rails qui rendait facile la mise en ligne. C'était du coup on mettait en ligne du Rails un peu presque comme si on mettait en ligne un site en PHP. D'accord. Alors qu'avant c'était bien plus compliqué que ça. Donc c'est un serveur qui est important et en fait voilà, ils ont fait une opération de com en simulant la sortie d'un nouveau serveur web qui s'appelait du coup Raptor. Alors qu'en fait c'est juste leur nouvelle version de Fusion Passenger qui a ses performances. Donc ça reste une bonne nouvelle, hein, si on regarde quand même un serveur qui va aller beaucoup plus vite qu'auparavant. C'est ça. Et voilà, donc c'est juste marrant comment ils ont fait cette annonce. Et du coup ça a bien marché, moi je me suis bien fait avoir. C'est clair. Et voilà, donc on reste dans cette idée de performance. C'était pas un mensonge du côté des C'est performances. juste que c'est pas un nouveau serveur web, c'est juste une nouvelle version du serveur web Fusion. Donc apparemment, ils ont bien tout réécrit, ils ont bien utilisé. J'en avais parlé rapidement de ce qu'ils avaient fait. L'article était assez technique justement, dont on parlait de comment ils avaient implémenté. Ouais. Est-ce que c'était réel? C'est vraiment comme ça qu'ils ont. Oui, c'est quand les informations étaient réelles, mais juste le nom était faux en fait. Voilà. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'ils avaient fait la première fois on en a parlé, c'était juste l'annonce de tiens, il y a ça qui va sortir. Et on vous en saurez plus bientôt. Après, ils avaient sorti un article qui expliquait techniquement, dont on avait parlé, comment ils avaient fait pour le rendre beaucoup plus rapide. Et ben là, maintenant, on a la vérité vraie. Donc voilà, c'est Fusion Passenger 5, qui est en bêta pour l'instant. Encore en bêta. Mais ça augure de bonnes choses. Ça augure carrément, ça augure de bonnes choses. Et du coup, le site qu'ils avaient utilisé à l'époque pour faire ce teasing, maintenant est devenu le site parce que Raptor c'est le nom de code en fait du navigateur. Oui, c'est ça. Donc pas du navigateur, du serveur web qu'ils ont développé, donc de cette version-là. Donc voilà, mais écoute, belle opération de com, mine de rien, belle réalisation technique pour les performances, bravo à eux, on les encourage à continuer, parce que c'est une bonne chose pour l'environnement Ruby on Rails. Alors du coup, c'est même plus que Ruby on Rails, maintenant ils font aussi Node.js, je crois qu'ils font Python aussi. Ouais, c'est devenu plus général, mais d'accord. Mais du coup, ça doit marcher, les performances doivent être les mêmes pour ces autres technos aussi. Ouais. Nickel. Bon bah super. Eh ben écoute, je te propose d'enchaîner avec un petit article qui nous présente les fonctions équivalentes en comment écrire une fonction jQuery en équivalent Vanilla.js en gros. Hein. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais cet article-là est un peu plus pas à pas, etc. Puis surtout il propose des exemples hyper courants de l'utilisation de ce qu'on utilise couramment
dans la partie, dans les sélecteurs jQuery et autres. Donc moi je trouvais ça intéressant parce que ça permet de voir que, on sait très bien que l'utilisation de Vanilla.js est beaucoup plus performant, et notamment ça évite de charger la librairie. Mais quand on fait typiquement des modules exportables, genre des trucs qui vont sortir dans des iframes ou des choses comme ça, c'est quand même important d'être le moins lourd possible, et donc du coup de se concentrer à Vanilla.js. L'idée que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que déjà il est très didactique, et qui nous expliquait que lui il développait pas mal de jeux vidéo, et que si tu veux tourner en 60 fps sur du web, et jQuery est exclu quasiment en fait, parce que ça permettait pas d'obtenir ce niveau de performance là. Donc c'est intéressant de savoir, et moi je trouvais ça beau d'illustrer que en fait c'est pas un sujet, il y a un poil plus de lignes de code pour écrire les sélecteurs, mais finalement c'est très facilement lisible, c'est limite plus explicite que du jQuery en fait, je trouve. En termes parce qu'il y a, du coup, il y a plus de, c'est plus verbeux. Je suis pas forcément d'accord, c'est justement, c'est quand même bien plus verbeux, quoi. Bah oui, justement, du coup, tu t'exprimes plus les choses. Ouais, mais du coup, tu écris beaucoup. Ouais, tu écris plus de lignes de code, ça c'est clair. Enfin bon, du coup, voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permettait et l'argument qui disait, voilà, maintenant, si on veut faire des jeux en web, voilà, il faut essayer de se tourner vers le Vanilla.js pour essayer d'obtenir des niveaux de performance aussi élevés. Et on n'a pas de vrai sujet de compatibilité navigateur, puisque les sélecteurs et les fonctions JavaScript qui sont utilisées sont compatibles avec beaucoup de navigateurs. Vraiment, il n'y a pas ce problème-là qu'on avait avant. Aujourd'hui, n'est pas en réalité assez peu d'actualité. En fait, c'est comme toujours, jQuery, c'est apparu à un moment où effectivement tous les navigateurs implémentaient différentes fonctions JavaScript différemment. Un peu comme ils voulaient, quasiment. Donc à ce moment-là, JavaScript c'était juste obligatoire. jQuery c'était obligatoire. Nous, c'est alors qu'aujourd'hui, si on supporte que les navigateurs importants ou qui ont l'importance en termes de part de marché, on n'a plus besoin vraiment de jQuery. Non, c'est clair. Après, voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Si on fait quasiment pas de JavaScript dans sa page, autant l'écrire directement de JavaScript. Après, dès qu'on fait des trucs beaucoup plus lourds... Bien sûr. Mais tu vois, la plupart du temps, quand tu fais des toutes petites animations, ou du show-hide, ou des petites modifications de CSS, tu te dis, très bien, tu vois, regarde, ne serait-ce que celle-là qui dit, bon là, je vais modifier quelques propriétés CSS d'un élément, et tu vois, écris ça ou écris ça, sérieusement, c'est pareil, quoi. Je veux dire, l'un ou l'autre, ça change rien, tu vois. Et sauf que lui, il va plus vite, et en plus, il est plus compatible que jQuery. Tu cherches moins en termes de performance, tu gagnes. Donc, moi, je trouve que le discours, oui, c'est, moi, ce que je voulais juste argumenter, c'est un discours que j'ai eu sur Facebook avec d'autres collègues développeurs, c'était de dire, ouais, mais bon, jQuery, au moins tout le monde connaît, tout le monde maîtrise, alors que voilà, le native JS, c'est pas dit que ce soit maîtrisé par les développeurs qui vont reprendre. Moi je dis oui, mais ce contre quoi je voudrais militer, c'est le réflexe tout jQuery, alors qu'il y a pas mal de cas où du native JS ça pourrait suffire, et je voudrais juste que les développeurs, et moi y compris et tout le monde, prennent le temps de se poser la question avant de partir sur des jQuery par réflexe, plus que par vrai choix. C'était juste ce point-là que je voulais soulever, et c'est ce sujet-là que je milite. Aujourd'hui, c'est ça, il faut continuer à utiliser jQuery, mais pas forcément tout le temps. Non, il y a des cas où c'est vraiment pas nécessaire, que ce soit pour des jeux ou pour des applications exportables ou pour d'autres contextes d'utilisation que vous trouverez certainement. On quitte jQuery et tu vas nous parler de référencement naturel. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Alors c'est du SEO effectivement, mais là c'est une notion que je connaissais pas du tout. Et je suis tombé sur un article du journal dunet.com qui en parle, c'est le negative SEO. Donc je pense que le titre, le nom parle à peu près de lui-même. C'est alors c'est pas qu'est-ce qui est négatif à faire sur son site pour ah oui, ça pourrait être ça, mais non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas du tout ça. C'est comment l'expliquer du coup? En fait, c'est comment faire plonger des liens. Ouais, les liens des concurrents. Des concurrents, bah oui. Donc il y a plusieurs techniques. Exactement. Il y en a qui sont assez. Alors c'est jamais très compliqué en fait, mais c'est juste qu'il fallait y penser. C'est terrifiant à quel point c'est simple. C'est malin vraiment dans le sens littéral du terme. Et du coup voilà bon alors il faudra lire l'article, il est en français en plus pour une fois, donc profitons-en. Allez-y, c'est vraiment c'est intéressant, c'est facile à lire et tout, il y a aucun souci.
Et bon, par exemple, il y a une technique qui est de rediriger de faire des redirections 301, 302 de tes liens d'URL pourris de chez toi vers une URL que tu as envie de faire coller chez ton ennemi. Ouais. Une autre option, c'est de faire des contenus dupliqués, de dupliquer cet article à lui, ça va le pénaliser. Vous aussi, mais vous, on s'en fout, parce que vous, on s'en fout. Le but, c'est de pénaliser lui. Alors, il faut savoir quand même que Google fait la chasse à ça, hein, essaye au maximum de protéger les sites de ça, mais bon, comme c'est une action plus ou moins manuelle, c'est pas évident, c'est quand même toujours aujourd'hui une technique qui fonctionne. Hein. Après, il faut savoir aussi que pour que le native SEO fonctionne, il faut que par exemple les backlinks toxiques, faut qu'ils partent d'un site qui soit mieux référencé à l'origine vers un site sur lequel on veut faire plonger qui est moins bien référencé par Google à la base. Oui. Donc voilà, c'est pas ultra facile, etc. Mais c'est juste que c'est marrant d'utiliser le SEO dans l'autre sens. SEO dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, voilà, l'idée c'est ça, c'est de cacher un concurrent qui serait présent sur un mot-clé qui nous embête. Et c'est vrai que c'est moins dur de faire du négatif SEO que de vraiment faire monter. C'est parce qu'une autre action, c'est de mieux référencer ton site par rapport à ton concurrent. Tu vois, ça aussi, ça va le faire plonger et essayer d'en positionner plein. Bon, donc voilà. Donc du coup, si vous êtes curieux par rapport à cette technique qui est un petit peu à l'envers de ce qu'on a l'habitude de faire dans le référencement, allez regarder ça. Vous avez évidemment le lien dans les notes de l'émission. Alors après, on conseille peut-être pas de le mettre en place, hein, parce que on n'est pas assez calés tous les deux en SEO pour. C'est vraiment un métier à part entière hein, aujourd'hui. Mais voilà, c'est juste que moi c'est surtout pour l'idée d'utiliser le SEO dans ce sens-là qui me paraissait marrante. Yes. Donc voilà. Allez, on enchaîne avec un petit article qui va nous comparer jQuery avec AngularJS. Alors évidemment, les deux sont pas parfaitement comparables puisque les deux ont pas tout à fait la même mission ni les mêmes ambitions. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Malgré tout, il y a une comparaison qui est faite, donc ne serait-ce que par le fait d'avoir leur niveau d'abstraction du DOM, les accès à l'Ajax, le côté RESTful des API, etc. Bon, je vous la fais courte, vous regarderez. Il y a du coup, il y a deux choses. Il y a la comparaison des deux frameworks, et après, il nous présente un petit peu tous les éléments qu'il y a dans tout ce qu'on peut faire avec jQuery et comment on peut le faire. Donc les fonctions de base, est-ce que l'API est intuitive, etc. Et les difficultés à appréhender le langage, qui est plutôt un point faible d'Angular et plutôt un point fort de jQuery. Bref, je vous la fais courte, la conclusion c'est celle à laquelle on s'attendait, mais les comparaisons sont quand même très intéressantes puisque c'est illustré par des exemples. Donc voilà, jQuery c'est mieux pour tel point, parce que par exemple, si on prend ce qu'on appelle le footprint, c'est-à-dire la taille de la librairie, jQuery c'est sensiblement moins lourd qu'AngularJS. Prenons un exemple, ne serait-ce qu'en termes de temps de téléchargement, c'est moins lourd, donc c'est toujours intéressant. Alors, je te disais de te couper, mais c'est moins lourd de 6 kilooctets. Alors voilà. C'est vraiment pas énorme. Mais je pense que le truc, c'est pas énorme vu que Angular fait beaucoup plus de choses. C'est clairement la conclusion de l'article. Après, la différence, elle vient surtout du fait, je pense que Angular, il doit remonter, il doit supporter IE 8 en maximum. Peut-être même IE 9. Donc, je pense que c'est ça qui explique beaucoup cette différence. Ce poids, c'est possible qu'il y ait une question de compatibilité. Vu que alors ça, je saurais pas te dire quel est le niveau de compatibilité d'AngularJS. Je sais mais du coup, mais ça doit probablement jouer. Mais ce qui est clairement, après, ce qui joue en faveur de jQuery, c'est que tous les développeurs savent faire du jQuery, enfin quasiment. On l'a vu d'ailleurs dans l'IT School Race, que les développeurs sont vraiment bons en jQuery, ça se voit bien, vraiment. Si vous savez pas de quoi on parle, l'IT School Race c'est une compétition de développeurs. Je vous conseille d'aller voir sur debuggroom.fr. Il y a 2 vidéos qui parlent des différentes étapes et de la compétition. Si ça vous intéresse, allez voir ça, c'est des vidéos super courtes. Mais quoi qu'il en soit, AngularJS est clairement, la conclusion est très simple. AngularJS est beaucoup plus puissant. Techniquement, en termes de poids, c'est moins, c'est pas beaucoup plus lourd que jQuery, donc c'est pas cet argument-là qu'il faut utiliser pour faire son choix. Par contre, clairement, si votre équipe sait pas faire de l'AngularJS,
la courbe d'apprentissage d'AngularJS est sensiblement plus lourde parce que il y a plus de choses. On peut faire beaucoup plus de choses. Donc le choix se positionne là-dessus. La gestion des dépendances, voilà, c'est vraiment un framework. Là où jQuery c'est quand même plus une petite librairie, etc. Ouais, donc voilà, c'est un article en anglais. Je vous invite à aller le lire parce qu'il est vraiment intéressant, notamment pour si vous avez envie d'argumenter ça vis-à-vis de votre patron ou de vos équipes de développeurs. Pourquoi choisir l'un par rapport à l'autre? Vous avez un bon exemple de comment choisir l'un ou l'autre avec quelques éléments un peu étudiés. Donc si ça vous intéresse, que vous avez ces débats là en interne, cet article peut vous aider soit à vous à faire un choix, soit à trouver d'autres arguments pour plaider en votre faveur. Et on continue. Je rajoute un truc. J'avais pas du tout lu l'article, hein. Ouais. Mais déjà, je t'avoue que je trouve un peu bizarre de comparer jQuery à AngularJS, parce que quand tu as dit jQuery c'est plus une librairie et AngularJS c'est plus un framework. Mais du coup, là, dans l'article, là où tu étais avant, désolé pour ceux qui sont pas en vidéo, mais voilà, grosso modo, c'était un bout de l'article qui disait que si on veut rester avec jQuery, voilà, on est exactement là. Si finalement l'équipe décide de rester avec jQuery, mais elle veut quand même utiliser des fonctions plus avancées, alors typiquement là, il parle du data binding, du templating, et ben du coup, avec jQuery, on est obligé d'ajouter d'autres librairies, donc on rajoute du poids et surtout on rajoute des requêtes en plus. Absolument. Donc voilà, moi je le trouve un peu bizarre cet article, mais quitte à vouloir utiliser quelque chose qui ressemble à AngularJS, faut mieux le comparer à... Après, tu peux ne pas avoir envie d'utiliser des technos de Google. Tu vois, c'est aussi un argument. Mais du coup, vaut mieux comparer, vaut mieux choisir entre AngularJS, Ember alors oui, ça c'est plus Backbone. Backbone.js, c'est ça. Et Express.js, je crois. Ouais, il y a aussi Meteor, il y a aussi React de Facebook, pardon. Yes. Donc il y en a plein, mais bon, voilà. Moi je trouvais ça rigolo comme article, comme approche, parce que c'est vrai que ça peut être des débats qu'on a. Et du coup, là, voilà, il y a quelqu'un qui a pris un peu le temps. En plus, c'est sur rpr.com, je sais pas si tu te souviens de... Oui, c'est un site qu'on aime bien. On fera pas l'article tout on en a parlé. Donc voilà. Bon, allez, je te propose qu'on ne quitte pas Angular et que tu nous parles de un retour d'expérience. Ouais. C'est un développeur qui s'appelle Alexis Migutsky. Je sais pas qui c'est, mais il a fait un article sur son blog où il fait un retour d'expérience sur les deux dernières années, où il a travaillé avec AngularJS. Alors il a travaillé en équipe dessus, et voilà, c'est un article qui est assez long parce que il rentre pas mal dans le détail et c'est très factuel, c'est-à-dire souvent quand on lit les articles, on sait pas trop si l'auteur, j'allais dire l'écriveur, mais c'est l'auteur, a vraiment utilisé les technos, voilà, il fait une comparaison un peu basique. Mais là, on a vraiment le retour d'expérience. Donc le retour d'expérience, pour faire un résumé, c'est que AngularJS c'est bien, mais c'est quand même super compliqué et que on arrive très vite à produire du code qui est difficile à maintenir, etc. Donc voilà, il dit, au final, sa conclusion, c'est que il y a des bonnes choses dans AngularJS, mais qu'il faut utiliser vraiment que si on en a absolument besoin et que sinon il vaut mieux rester avec jQuery. Donc ça rejoint un peu l'article d'avant où il faut vraiment bien choisir sa techno. Et puis même si on décide de rester avec jQuery, après il faut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment du coup besoin de jQuery, est-ce que je peux pas écrire moi-même directement du Native.js. On l'a vu, c'est pas si compliqué que ça. C'est exactement. Donc voilà, grosso modo, c'est ça la conclusion de l'article. Et qu'il faut vraiment faire super attention à ce qu'on fait dans AngularJS. Après, moi, je rajouterais qu'il y a peut-être un autre problème, c'est que là, typiquement, dans ce retour d'expérience, ils ont utilisé Angular 1, c'est la deuxième version qui sort. Alors du coup, là, les problèmes qu'il a rencontrés avec Angular 1, c'est des problèmes qui sont corrigés dans le 2, c'est ça? Non, c'est surtout que c'est des problèmes qui ne seront jamais corrigés, puisque le 2 sort et que le 2 est absolument pas compatible avec le 1. D'accord, mais est-ce que les problèmes qu'il a rencontrés là dans le 1, s'il l'avait fait dans le 2, il les aurait pas eu? En fait, tu sais pas, c'est ce que j'allais terminer par ça, c'est que c'est des technos qui sont encore très jeunes. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant, ces retours d'expérience. Ouais, voilà. Et c'est encore très jeune, et donc du coup, un peu comme dans Rails au début, c'est que d'une version majeure à l'autre, potentiellement, il y a tout qui casse, quoi. Ouais. Donc moi j'ai toujours un petit peu de mal à lancer des gros projets sur des technos assez récents comme ça. Pour moi Node.js c'est un peu la même chose. C'est parce que
très facilement, tu vas tout casser à la prochaine version majeure. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà. Après, Donc, après c'est vrai que le côté tout JS, front et back en JS, c'est quand même séduisant. Ah oui, c'est sûr. vrai qu'il y a un côté un peu intéressant. Ah, moi, je l'ai toujours dit, hein, en tant que développeur, on doit apprendre 50 langages pour faire juste un site. Non, mais rien que pour faire du web, déjà, il faut Là, du t'as HTML, du PHP. CSS, du JS, et si t'as ou du PHP ou autre chose, Ouais, plus SQL, plus plus de SQL, bah bon, déjà rien que ça, on s'en plaint pas, mais c'est son intéressant. serveur. C'est ça. Donc effectivement, si on pouvait se débarrasser d'un bout de langage, du parti, ça PHP, serait ou cool. du Rails ou du Python, c'est pas mal. Ça peut Mais être pour bien. l'instant, c'est encore un peu jeune, quoi. Ouais, c'est clair. À mon tour de te parler de PHP et de et des API. Alors, c'est un petit article qui est sorti le 2 décembre et qui en fait nous fait une petite liste d'applications d'exemples pour utiliser les API des plateformes tierces. Alors en gros, évidemment présenté comme ça, on n'y comprend rien. En gros, c'est des tutoriels pour utiliser l'API Vine, pour utiliser l'API d'Etsy, pour utiliser l'API de Reddit, pour utiliser l'API de Vimeo, d'Instagram. Bon bref, je vous les fais pas tous. La majeure partie des API des plateformes populaires sont présentes. Il y a celles de YouTube, de WordPress. Bon bref, il y a plein de choses comme ça. Dribble, Twitter évidemment. Tiens, c'est vrai, il n'y a pas Facebook. Moi, je l'ai pas vu en tout cas. C'est pas ça? Non, où ça? Descends. C'était DeviantArt, ça. Non, pas Non, une c'était URL. une URL. Bon, bref. Du coup, là, il y a plein de tutoriels pour les développeurs PHP qui veulent utiliser des API. Donc, c'est une liste, un tutoriel. Hein, les tutoriels sont pas présents là, mais du coup, vous pourrez choisir l'API en question. Je trouvais ça intéressant parce que les tutoriels qui sont pointés sont plutôt de bonne qualité. Ils sont tous avec des exemples, avec un code GitHub à côté pour pouvoir récupérer le code, etc. Donc, vraiment, une liste bien faite. C'est pas, ça casse pas non plus. C'est pas plein d'ambition. Ils ont pas révolutionné le monde en faisant ça. Mais pour une petite lecture de Noël, c'est parfait. Voilà, à garder dans le bookmark de vos navigateurs. Pas de commentaires, on passe à la suite. Non, très bien. Allez, on continue et tu nous parles de l'EFF qui nous parle de certificat SSL. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt une bonne nouvelle, mais premier résumé, le SSL sera bientôt gratuit. Donc quand je dis bientôt, c'est il prévoit de le sortir pour à peu près l'été 2015. Et voilà, et quand je dis il prévoit, c'est qui ça a été lancé par l'EFF, qui est l'Electronic Frontier Foundation. Absolument. Et maintenant, ils sont aidés par des grands noms, notamment Mozilla et Cisco, Akamai aussi. Akamai aussi. Voilà. Et le but, c'est de créer des certificats SSL et de les rendre gratuits, et aussi de rendre l'installation des certificats SSL sur nos serveurs facile. Oui. Quand je dis facile, on parle de quelques lignes de commande. Moi, j'en ai déjà installé certains, potentiellement ça peut être assez compliqué à faire. Ouais. Surtout pour un admin 6, ça va être facile à faire, mais quand on n'a pas l'habitude. quand t'es juste développeur, ça fait un peu peur. Et C'est en plus, clair, c'est quelque chose d'important, donc tu dis, il faut absolument que ça marche, surtout. C'est clair. Ouais. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est quand même plutôt une tâche laborieuse, même si elle est simple à faire au final, parce que s'il y a quelques étapes à suivre, tu vois, c'est quand même un truc un peu laborieux à chaque fois. Ouais, mais c'est surtout que nous, en tant que développeurs, c'est un truc qu'on va faire une fois de temps en temps, et donc du coup, en fait, on sait jamais comment le faire, on sait pas par cœur comment il faut faire. Non, c'est clair. On cherche toujours des tutoriaux, des trucs comme ça. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le cas. Voilà, donc là, c'est vraiment, le but, c'est vraiment de rendre le HTTPS ultra accessible, autant en termes de coût que en termes d'utilisation. Donc voilà. C'est plutôt une bonne initiative. Ça, oui, clairement. Bon, moi après, je connais pas assez comment ça fonctionne, etc. Donc j'ai pas été voir plus loin que ça. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment une initiative sérieuse, et que je pense vraiment que ça va se lancer. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un site qui a été fait c'est ça c'est super dur à dire. let'sencrypt.org. Et voilà, et vous aurez toutes les infos dessus. Et, si vous n'avez pas compris ce que le lien que vous a donné Teddy, c'est dans l'émission. Après, on va parler d'ExmaScript, c'est ça? C'est ça, voilà. Bon, allez. Été 2015, on verra ce que ça donne, et de toute façon, on vous en reparlera. Yes. Un peu plus tard. Allez, parlons finissons la section veille tranquillement avec des choses un tout petit peu plus légères. Ça aurait pu aller dans la zone 404, mais bon, vu que c'est des actualités, j'ai préféré le mettre dans la section veille. Vous avez dans le lien de l'émission 2 petits sites
Il y en a un qui s'appelle 24 jours de web et l'autre qui s'appelle 24 Ways, qui sont en fait des calendriers de l'Avent avec dédiés pour les développeurs. Donc voilà, chaque jour vous avez un article présenté en sous forme de calendrier de l'Avent et les derniers articles, voilà, ce sera le 24 ou le 25 décembre, je sais plus, le 24. Donc voilà, vous allez avoir 24 à jour, dont un par jour qui va être publié pour autour du développement web. Le premier, donc 24 jours de web, est en français, le deuxième est en anglais. Voilà, moi je trouve que c'est d'actualité cette saison. Profitez-en, c'est sympathique. En plus, ce sont des articles un peu à la mode. Bon, c'est ambitieux de dire à la mode médium, mais un peu posé, un peu réfléchi. C'est pas des trucs de news, c'est un peu de dire bon allez, on fait le bilan de fin d'année, un peu réfléchi. Ouais, si je prends des exemples, c'est bon comment on fait pour déployer, pour créer un process rapide, un process robuste de déploiement. Comment on fait pour faire des modules en ECMAScript 6 via JavaScript. Comment on fait pour gérer les urgences avec Git. Bon, c'est des trucs un peu comment dire, un peu synthétique, un peu posé. Voilà, c'est des articles un peu de fond. Et donc, en cette période de Noël, je trouve ça bien de prendre un peu de recul et d'inspirer. Non, c'est pas mal, c'est sympa quand même. Donc voilà. Est-ce que je te propose de... Et non, c'est moi qui continue, pardon. Oh là là. Pour vous parler d'un autre article de fond. Alors là, mon gars, je peux dire qu'il y a du contenu. C'est, en fait, Scott Murray est un développeur qui a pris le temps sur son site, qui est en anglais, de faire des tutoriaux ultra complets, ultra détaillés, ultra précis sur la librairie D3.js. D3.js, c'est une librairie qui permet de faire de la 3D, des choses comme ça autour en JavaScript. Donc c'est pas mal utilisé pour faire des jeux et de la data visualisation. Et donc comme il était qu'en anglais, il y a quelqu'un dont le nom m'échappe, mais je vais retrouver tout de suite, qui s'appelle Kaiserly, bon, vous verrez dans la note de l'émission, désolé si j'écorche son nom, qui a pris le temps en fait de les traduire en français. Et voilà, qui s'appelle Sylvain Kieffer, il a mis son adresse mail là. Voilà, il s'appelle Sylvain Kieffer et donc il a pris le temps de les traduire. Donc il est encore en cours, il n'a pas tout terminé, mais il en a déjà traduit 16. Donc il y a 16 gros sujets, donc en gros je vous les égrène rapidement, les fondamentaux, la mise en place, ajouter des éléments, enchaîner les méthodes, lier les données, dessiner des divs, utiliser les datas, l'introduction au SVG, dessiner des SVG, les types de données, bon bref, je vous en passe, c'est des meilleurs, les échelles, les axes, etc. En gros, c'est une ressource qui est très importante parce que l'article de Scott Murray sur D3 fait référence, mais il est en anglais, du coup cette traduction est intéressante parce que ça rend ce contenu de référence tout à fait accessible à ceux qui ont un peu plus de mal en anglais, et on sait que c'est votre cas, bande de petits coquins. Est-ce que toi tu connaissais D3.js ? Ouais, je connaissais aussi les articles de Scott Murray. Je pense qu'on en avait déjà. Oui, je sais pas si on en avait pas. Aussi, probablement on avait dû mentionner déjà D3.js. Donc voilà, il y a désormais des très très bons tutos en français pour D3.js. Régalez-vous si cela vous intéresse. À toi Teddy de conclure avec les sorties de la semaine. Ouais, la principale c'est au niveau de PHP qui sort des releases de bug fix. Et puis un correctif de sécurité aussi sur une partie assez obscure de tout ce qui est gestion des fichiers. Et voilà, donc faut vous mettre à jour, et ça concerne PHP 5.4, 5.5 et 5.6. Donc il y a du bug fix et et une CVE sur le file info, c'était ça le sujet. Ouais, effectivement, c'est un peu on se demande toujours bon, mettez à jour vos versions de PHP, vous demandez à vos hébergeurs de le faire. Il y a des choses qui avance. Notamment dans les bug fix, vous irez voir, mais il y en a un sur une variable à laquelle on attribue une valeur qui est un peu bizarre. Ah. Mais bon, ça c'est PHP de toute façon. Il y a toujours des trucs pas mal d'incohérences. Ok, très bien. Bon, ça conclut la section veille et on enchaîne avec le dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, je vous propose une petite présentation de la technologie iBeacon qui a été mise en place et déployée par Apple récemment. Voilà, c'est une technologie qui est en train de développer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un iBeacon ? Déjà, c'est deux choses. D'abord, c'est des petits dongles, donc c'est genre des clés USB, tu vois, qui sont généralement actifs, donc il faut mettre des piles dedans. Oui. iBeacon, c'est la NFC selon Apple, non ? Alors non, c'est pas du NFC, c'est le Bluetooth Low Energy. D'accord. Oui, non, parce qu'ils n'ont pas voulu faire du NFC, mais
Et à l'époque, ils avaient fait du iBeacon parce qu'ils voulaient pas mettre du NFC, puis finalement, ils en ont mis du NFC. C'est vrai qu'ils en ont mis du NFC, Ouais. mais bon, on C'est trollera plus tard. ça n'a pas trop marché, iBeacon, quand ils l'ont lancé. Ah, c'est possible. Alors, l'idée d'iBeacon, c'est donc, il faut en acheter, hein, c'est un peu comme c'est un peu comme, vous avez pu rencontrer des tags NFC, mais là, c'est des tags iBeacon qui sont des puces actives, qui vont émettre, en fait, un signal, donc on détaillera après, et que vous allez pouvoir positionner, et qui vont réveiller votre application, en disant, ah, bah, attention, t'es près du beacon, ceci, cela, on verra comment se passe l'identification. T'es près d'un beacon, réagis, fais quelque chose, je sais pas, alors si on prend l'exemple d'un musée, bah, affiche les détails du tableau sur lequel t'es en face, ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est, donc le beacon, alors c'est pas très très cher un beacon, c'est autour des 30-40 $. Enfin, c'est pas très cher. Faut se voir, mais globalement, voilà, c'est pas hors de prix. Ouais, quand même. Bah, moi, je trouve ça, mais c'est quand même un élément actif, si tu veux. Il y a une pile, il y a un machin, c'est pas un tag NFC où c'est juste un bout de plastique et deux, trois bouts de métal qui se baladent dedans, tu vois. Mais il y a un peu plus de choses dedans, parce que c'est vraiment un élément actif, qui va émettre un signal et qui va être écouté par votre téléphone, détecté par votre application et qui va après la faire réagir comme vous l'aurez décidé. Ça, c'est l'idée. L'idée des beacons, en fait, c'est notamment pour... Alors, il y a plein de projets d'utilisation, mais en gros, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on peut en faire. Alors, déjà, un beacon, c'est un truc qui a été développé par Apple. C'est une technologie pour Apple, mais qui s'appuie sur le Bluetooth Low Energy. Donc, tous les appareils mobiles qui n'ont pas cette technologie, hein, c'est le Bluetooth 4.0 aussi, on l'appelle. Donc, pour les applications, pour les téléphones d'Apple, c'est l'iPhone 4S et plus, iPod Touch 5e génération, l'iPad 3G et plus, et l'iPad mini. Ça fait pas des tonnes de machines qui l'utilisent. Alors pour les Android, c'est évidemment beaucoup plus compliqué comme répartition, mais au moins on a des... Ça marche pas sur Android aussi ? Alors si, on a une société qui s'appelle Radius Network. Alors il y a peut-être pas que qui ont fait ça, mais c'est un élément très populaire. Enfin, c'est une personne, c'est très beau. C'est le toolkit assez populaire qui a créé un SDK pour Android pour utiliser justement les beacons et cette technologie. Parce qu'en fait, on va découvrir qu'en fait, c'est une technologie dont le protocole est assez ouvert en fait et pas obscur. Alors, si je vous parle un peu des beacons, c'est pour vous dire qu'en gros, voilà, vous allez pouvoir utiliser des frameworks qui vont vous permettre de dire, il faut faire deux choses, c'est mettre des beacons un peu partout, et un beacon, il faut comprendre que ça se configure. En gros, dans un beacon, vous allez pouvoir mettre 3 infos. Pas beaucoup. La première, c'est l'UID. Donc, c'est un identifiant unique qui va être référencé dans votre application. Donc, en gros, vous allez mettre à votre beacon ou à vos beacons, parce que si vous avez 10 beacons répartis un peu partout dans un magasin, vous pouvez leur mettre le même UID, ça dérange pas, et dire à votre application, si tu détectes un beacon qui a cet UID-là, réveille-toi. D'accord ? Il faut savoir qu'une application, notamment, en tout cas c'est la limitation qui est imposée par Apple, ne peut écouter que 20 UID différents. En même temps, tu veux dire ? Ouais, en même temps. Oui, dans la même app, il peut y avoir que 20 UID référencés. Donc, on va se dire, ok, donc je peux utiliser que 20 beacons dans mon application. C'est pourri comme truc. Bon, évidemment, évidemment, il y a une réponse à ça, puisque l'UID, c'est l'information obligatoire qu'il faut mettre dans un beacon. Il y a deux autres informations qui sont facultatives, qui sont les informations de majeur et de mineur, qui sont en fait c'est des ID encore, hein, qui sont en fait des informations qui vont vous permettre de répartir. Par exemple, vous allez dire, le mineur, ça va me dire si, par exemple, le magasin dans lequel j'ai mis mes beacons, qui ont tous le même UID, il y en a le majeur, ça va permettre de dire s'il est à Paris, Londres ou Marseille, tu vois, par exemple. Et l'élément mineur, ça va être de dire, le mineur, si la valeur du mineur c'est 1, ça veut dire qu'on est près de la bijouterie. Si le mineur c'est 2, ça veut dire qu'on est près de, je sais pas, la confiserie, etc. Donc, il y a, du coup, c'est pour ça qu'il y a cette limitation. Enfin, c'est pour ça qu'il y a cette limitation. Je sais pas si c'est pour ça qu'il y a cette limitation, mais pour contrer cette limitation de 20 UID maximum dans notre application, et évidemment, 20 UID, t'imagines, dans un supermarché, si tu mets 20 beacons, ça devient à peu près ridicule, ou même dans un musée, enfin, t'as beaucoup plus d'endroits où tu veux pouvoir poser des beacons. Du coup, il y a cette notion de majeur et de mineur qui vont vous permettre d'identifier les beacons en tant que tels de manière différente, pour pouvoir dire, généralement c'est fait comme ça, donc vous mettez, le majeur va référencer, telle information, donc par exemple, le nom du magasin, et le mineur, la position dans le magasin, tu vois.
Évidemment, ce sont des ID. Donc derrière, quand vous récupérez dans votre application l'UID, le majeur et le mineur, 9 fois sur 10, vous allez avoir besoin de faire une requête à votre serveur ou alors d'aller voir chercher dans une base pour savoir à quoi ça correspond. Parce que ça, vous ne stockez pas dans le beacon. D'accord, vous stockez vraiment que des indicateurs que des identifiants que vous allez pouvoir réutiliser là-dedans. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'app que vous allez développer, elle peut être réveillée quand vous rentrez dans le signal d'un beacon, mais aussi quand vous en sortez. Donc si vous quittez un tableau ou si vous quittez un lieu, vous allez pouvoir votre application va pouvoir être notifiée et récupérer et après pouvoir faire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que et c'est probablement des choses qui sont en train d'être faites, expérimentées, c'est qu'en fait, quand vous réveillez une application ou que vous récupérez un signal de beacon dans votre application, vous n'êtes pas obligé de présenter l'application s'allume, genre votre téléphone ne s'allume pas forcément, l'application ne se réveille pas forcément visuellement. Vous pouvez déclencher le réveil visuel de l'application, mais vous pouvez aussi rester parfaitement silencieux et juste stocker ça dans une base, re-uploader ça dans votre base de données, puis après faire de l'analytique dessus pour voir où les gens sont passés, comment ils sont comportés, bref, faire d'autres choses. C'est pas obligatoirement une interaction visuelle et avec l'utilisateur, ça peut s'arrêter dans le téléphone et pas aller voir l'utilisateur. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Évidemment, l'utilisateur doit autoriser l'utilisation du beacon et de sa localisation. Donc il y a une petite autorisation supplémentaire qui est demandée lorsqu'il installe l'app. Il dit est-ce que vous acceptez d'utiliser tel ou tel type d'autoriser l'utilisation des notifications beacon sur cette application. Et une dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est que le signal du beacon, donc qui est du Bluetooth de l'énergie, est ultra sensible à l'eau, en fait, à la présence d'éléments organiques. Donc en gros, si moi je suis à 2 mètres d'un beacon, parce qu'en gros le SDK d'iOS va vous donner une estimation de la distance à laquelle vous êtes. C'est une estimation et vous allez comprendre pourquoi c'est une estimation. Bon, déjà c'est une estimation parce que c'est extrêmement dépendant de mon environnement. En gros, si j'ai rien entre moi et le beacon, l'estimation va être fiable à peu près à 10-15 cm. Ça va être assez précis. D'accord ? Par contre, évidemment, c'est qu'une distance, c'est-à-dire que c'est pas une triangulation, c'est-à-dire que j'ai pas des coordonnées GPS. Je sais juste à quelle distance je me trouve du beacon. Donc où je suis par rapport au beacon, ça je peux pas le dire. Évidemment, si le rayon du beacon rayonne, il y a la moitié du signal qui est dans un mur et l'autre qui est dans une pièce, bon, on se doute bien qu'il est dans la pièce, mais globalement, il y a les contraintes physiques de l'endroit où se positionne le beacon qui va nous aider à positionner la personne, mais attention, c'est bien un rayon autour du beacon et pas une position précise. Par contre, ce rayon, cette distance-là, cette mesure de distance est très très perturbée. Par exemple, je prends un exemple, si je suis à 1 mètre d'un beacon et que je pose un verre d'eau entre moi et le beacon, d'un seul coup, je vais me retrouver à être à 20 mètres. Parce que la perturbation est très très forte en fait quand c'est de l'eau. Je vous rappelle que le corps humain est composé à 60% d'eau, donc je vous explique pas la perturbation quand il y a du monde dans le magasin. Ça veut dire que tu peux pas foutre des beacons dans un musée Alors ouais, carrément. Non mais bien sûr. Si tu peux en foutre dans un musée, mais typiquement au Louvre, tu peux pas le foutre dans la salle où il y a la Joconde, parce que du coup ton beacon il va marcher à 1m50. Voilà, ouais. Alors tu vois, voilà, ça c'est les illustrations qui expliquent ça. Ils disent attention, c'est les murs, enfin tous les obstacles perturbent vraiment ce signal, parce que c'est un signal qui est faible, et donc du coup à faire attention à cette mesure. Alors du coup il y a pas mal de R&D qui est en train de se faire sur les entreprises qui travaillent sur le beacon, notamment pour se dire par exemple si c'est des obstacles physiques genre des murs et tout, bon ce sera peut-être un peu difficile, mais par contre si c'est des hommes, ils ont potentiellement tous un téléphone qui capte le signal d'un beacon, et donc en identifiant comment tout le monde capte le beacon, ils peuvent peut-être un peu tempérer cette perturbation-là. Bon, bref, c'est de la R&D, tout ça. De toute façon, je suis pas sûr que ce soit très important d'avoir une position ultra exacte. Le truc, c'est que justement, voilà, si tu veux identifier 2 tableaux et que de toute façon, tu sais que tu vas capter 2 signaux et qu'il y en a un qui est identifié plus près, alors qu'en fait, t'es plus loin juste parce qu'il est perturbé, mais à ce moment-là, il suffit comme de toute façon, ça marche au maximum qu'à 10 mètres de toute façon. C'est ça. 10 mètres sur champ dégagé, ça va jusqu'à 100 mètres en fait. Ah, jusqu'à 100 mètres. Jusqu'à 100 mètres en champ dégagé, c'est-à-dire aucun obstacle, ça peut aller assez loin quand même.
Et donc ça fait partie de ce que tu configures justement quand tu prends un beacon. À ce moment-là, il faut juste, si tu reçois plusieurs UID, si tu vois, en prenant l'exemple du musée, il suffit que tu affiches tous les tableaux qui sont concernés, et puis il va les reconnaître tout de suite, le mec. Oui, bien sûr, c'est vrai. De slider, de dire tiens, c'est pas ce tableau-là, c'est l'autre. Voilà, il est là. On est d'accord. Mais du coup, tu vois, par exemple, si tu veux l'utiliser en mode data analytics, c'est juste dire bon bah, tu vois, par exemple, si t'es en magasin et que tu veux pusher une notif sur un produit, ben là, en fait, le beacon il est un peu faible en termes de précision. C'est pas encore l'absolue solution. Alors, pour parler du beacon, il faut savoir qu'en fait, quand on configure le beacon, donc je vous ai parlé de l'UID, du majeur et du mineur, mais vous avez encore deux autres éléments que vous pouvez paramétrer. Donc ça se paramètre de deux manières. Hein. Soit vous le paramétrez à la main avec votre téléphone, manuellement, etc., les uns par un. Soit en fait, quand vous les commandez, vous pouvez demander le paramétrage. Donc vous dire, bah, je veux un UID machin, je veux des majeurs et des mineurs uniques, je veux tout le temps les mêmes majeurs et mineurs. Bon, et je veux. Vous pouvez paramétrer en fait la fréquence d'émission. C'est-à-dire, parce qu'en fait c'est un signal, c'est vraiment comme un sonar, ça émet de manière régulière un petit bip en fait qui est capté par votre téléphone et qui va le réveiller. Et donc vous pouvez faire varier cette fréquence de toutes les secondes jusqu'à toutes les centièmes de seconde, pour que ce soit très précis. Et vous pouvez aussi faire varier la puissance de ce signal, hein, parce que évidemment si vous voulez que ça capte de très loin ou de très près, donc en gros si vous voulez que le beacon réveil couvre une large zone, ou ne couvre qu'une zone très très restreinte pour garder en précision, vous pouvez paramétrer la puissance du signal qui va être émis. Évidemment, la batterie va être plus ou moins consommée. Si vous émettez très fort et très fréquemment, ça va consommer plus fort la batterie que si vous émettez faiblement et très peu fréquemment. Bon, ça c'est assez classique, mais ça vous permet de voir un petit peu comment les batteries sont consommées. Parce que du coup, évidemment, c'est un élément qui est actif et donc il faut penser à changer la pile de ce truc-là. C'est un peu con, mais voilà. Donc ça dépend évidemment des constructeurs pour savoir à quel point savoir quel est le niveau d'économie et d'autonomie que va avoir le beacon. Donc voilà, en gros, c'est quand même intéressant d'avoir ces faiblesses, de dire attention, c'est quand même un signal qui est très sensible, hein, contrairement au GPS qui lui est assez vite fiable en fait. Hein, lui, le signal du beacon, c'est un signal qui est très sensible, c'est un signal qui est actif, c'est un signal qui peut être silencieux dans votre app. Et attention, la plupart du temps, vous allez avoir besoin d'une base de données de référence pour être capable de localiser vos beacons, parce que vous identifiez vos beacons que par une série de chiffres. Donc je rappelle l'UID, le majeur et le mineur, qui vont vous aider à savoir à côté de quel beacon vous êtes. Donc globalement, la plupart des applications de beacon vont être des applications connectées pour être capable de requêter pour être capable de récupérer les métadatas qui sont attachés à ce beacon-là. Voilà en gros ce que je pouvais vous raconter autour du beacon. Vous retrouvez dans les notes de l'émission bien évidemment la doc de référence vers les ressources d'Apple, le lien vers Radius Network qui est le SDK d'Android et les petites informations clés que je vous ai dont je vous ai parlé aujourd'hui. Voilà, moi je pense que c'est une technologie intéressante. Je trouve que sa sensibilité au corps humain et aux obstacles est un petit peu problématique, mais je suis sûr qu'on trouvera des applications ludiques assez rapides. Enfin, j'espère qu'on en trouvera des applications dans peu de temps. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, Teddy? Non, on enchaîne avec la suite? Non, c'est pas ça, c'est que je me demande si c'est vraiment bien compatible avec Android. Sinon, ça fait cher, tu vois, $40 pour un beacon. Après, l'idée est pas mal, quoi. C'est vrai que si ça pouvait se développer, ce serait vachement bien. Sur le NFC, c'est bien aussi, mais c'est pas. Enfin, tu vois, moi je m'en sers chez moi et c'est vrai qu'il faut vraiment passer le téléphone sur le. Ah ouais, il faut passer à quelques centimètres. C'est vraiment une action que tu fais, alors que là, effectivement, c'est tu passes. Enfin, tu vois, typiquement chez moi, dans la porte d'entrée, j'ai un tag NFC. Ouais. Et quand je passe mon téléphone dessus, ça coupe, ça allume le Wi-Fi, ça coupe le Bluetooth, j'en ai plus besoin, etc. J'en ai un dans la voiture qui coupe le Wi-Fi, qui allume le Bluetooth pour connecter au poste de la voiture, ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il faut passer le téléphone dessus. Ouais, donc tu fais vraiment une action positive pour ça. Yes. Alors que là, typiquement, si je mettais un tag, je sais pas si ça s'appelle comme ça, si je mettais un iBeacon dans la voiture,
Du coup, c'est quand je m'approcherai, tu vois, le temps que je rentre dedans de ça, en fait, Ça le ça fera serait déjà automatiquement. en Bluetooth, etc. Absolument. Donc, je trouve que c'est un petit peu mieux, mais après, du coup, c'est actif aussi, quoi. Et oui, il faut changer la pile, il faut brancher sur la batterie. Enfin voilà, bon, il y a des petites choses comme ça qui restent à régler, mais en tout cas. Après, j'ai vu là sur Radbeacon qu'ils vendaient des tags avec Beacon qui peuvent se connecter en USB en fait. Oui, bien sûr. Après, tu as des trucs, tu peux les laisser charger. Ouais, tu peux acheter un chargeur USB, Yes. puis brancher directement Ton Beacon dessus, ouais. Donc, ou il faut qu'il soit proche d'une sous-énergie, ou alors il faut penser à changer la pile. Donc, ouais. Non, c'est pas mal, mais c'est vrai que ça n'a pas trop pris ça le Beacon pour l'instant. Bah, c'est encore très 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 expérimental, hein. Mais je pense que ça a été déployé hein, dans des endroits. Mais enfin voilà, si un jour voilà, vous avez un projet Beacon qui vous tombe dessus, vous partirez pas de zéro, vous saurez déjà à peu près ce qu'on est capable de faire, les faiblesses, les forces. En tout cas, c'est intéressant. Je pense que c'est un truc qui va se développer, peut-être pas sous cette forme-là, mais en tout cas, c'est intéressant à explorer aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je voulais faire ce point-là, parce qu'évidemment, c'est pas très technologiquement technique. Hein. Là, c'est vraiment les forces et faiblesses qu'on peut en faire. C'est une techno qui est assez simple. Et donc, du coup, bah voilà, je vous invite à, si vous avez besoin de travailler là-dessus, n'hésitez pas. Vous avez un certain nombre de ressources, les ressources nécessaires dans les notes de l'émission. Et j'espère qu'en tout cas, ce petit tour d'horizon vous aura plu. Et on enchaîne avec la Toolbox. Et maintenant, ouvrons la Toolbox. Et dans la Toolbox, Teddy nous parle de iwanttouse.com. Raconte-nous ça. Là, tu viens de me faire une découverte. J'avais pas compris T'avais pas compris le nom de domaine, c'est ça? iwanttouse. Mais bon, je pensais qu'il y avait une erreur de syntaxe. Non, un truc comme ça. iwanttouse.com. Ouais, d'accord. Je suis bien content. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site iwanttouse.com? Bah oui, mais j'ai même pas vu en plus. Je comprends. Allez, raconte-nous. iwanttouse.com, c'est un site qui va venir en complément de Can I Use, dont on parle d'ailleurs. On parle très régulièrement, bien sûr. Hein. Can I Use, ça permet de savoir pour tel navigateur, pour telle propriété CSS ou JavaScript ou autre, quels sont les navigateurs qui le supportent. Absolument. Voilà, c'est juste un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Et là, en fait, le iwanttouse, il va faire la même chose, sauf qu'on va pouvoir combiner les différentes propriétés CSS ou les fonctions JavaScript qu'on va utiliser pour savoir, au total, avec toutes ces propriétés combinées, combien de navigateurs on va toucher. Ah, d'accord. Parce que sur Can I Use, on a les données vachement, très, faut que j'arrête de dire très vachement, unitaires en fait. Très unitaire, c'est telle propriété CSS, c'est supporté par tel navigateur. Après, après on va regarder, donc alors celle-là c'est bon, celle-là c'est bon, celle-là bah non, celle-là c'est plus bon, etc. Et du coup, c'est compliqué d'avoir une idée générale par rapport aux technos qu'on sait qu'on va utiliser dans le site qu'on fait. C'est cool. Et là, l'avantage de iwanttouse.com, c'est que c'est basé sur les données de Can I Use. D'accord. Donc on a vraiment la même, exactement la même fiabilité des données. Mais sauf qu'on du coup, on peut choisir, je vais utiliser ça. Donc typiquement, c'est juste des liens. Une liste de liens assez énorme, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à tester. C'est une liste de fonctionnalités, en fait. Hein. Et on clique dessus à chaque fois, clac, et à chaque fois, il va calculer le pourcentage combiné des navigateurs qui supportent ça. Exactement. Donc là, j'ai fait un exemple. Hein. J'ai été choisir un petit peu les fonctionnalités qui m'intéressaient. Donc, j'ai choisi l'API géolocalisation, l'API CSS3 Text Shadow, c'est classique, et l'API Web Notification. Voilà. Et donc là, je sais que elle me dit que 54,19% des utilisateurs vont être compatibles à ces trois technos combinés en même temps. Et je sais que voilà, ça représente. Après, j'ai une répartition par type de device, donc c'est surtout les desktops qui sont compatibles et assez peu les mobiles. Et j'ai aussi la répartition par type de navigateur. Je sais que donc je vois que c'est Chrome à 34%, 12% pour Firefox, Safari, Android, BlackBerry, Opera Mobile et Firefox Android. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement c'est vrai que Can I Use donnait pas cette vue-là de dire moi dans mon application j'ai besoin de telle techno, à quel point ça m'exclut du parc des navigateurs installés et de leur compatibilité. Et puis après du coup on peut, je pense que le mieux pour utiliser c'est de choisir au début toutes les technos qu'on veut et après peut-être de les virer, de dire celle-là je peux mettre un polyfill donc JS, celle-là si les mecs ils l'ont pas c'est pas grave, etc. quoi.
Yes. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Mais non, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une vision assez simple voilà. de comment on peut utiliser les choses. Ça vient vraiment au complément de Canaille. Absolument. Et ben écoute, moi je vais te parler d'un petit truc, un petit outil sympathique qui vous permet en fait de visualiser graphiquement une expression régulière. Bon voilà, c'est pas dingue, c'est pas fou, ça s'appelle Regulex. Et vous avez le code sur GitHub, c'est toujours sympa. Et voilà, ça nous permet d'avoir une vision graphique de à quel point, de comment va être interprétée l'expression régulière avec les groupes, les boucles de répétition, les alternatives, etc. Donc, voilà, moi je trouve ça sympa parce que c'est vrai que j'aime bien illustrer, enfin j'aime bien moi les trucs qui rendent visuels les choses un petit peu obscures comme les expressions régulières qui sont toujours un peu drus à digérer, faut être honnête. Et voilà. Donc ça va pas vous aider à l'écrire, ça va juste vous aider à la visualiser. Vous pouvez après là-haut, ici vous avez un champ texte pour la faire évoluer et donc du coup voir son évolution voir comment ça va modifier son évolution. Donc voilà, c'est un truc qui a été fait en JavaScript. Faut féliciter l'auteur qui s'appelle Jax qui l'a fait. C'est bien fait, c'est cool. Si ça vous est utile, vous avez les liens dans les notes de l'émission. Et ça conclura la Toolbox et on enchaîne avec la zone 404. En avant dans la zone 404. Et dans la zone 404, Teddy nous parle de Unity et de WebGL. Tout à fait. Alors, deux liens qui nous montrent un peu la puissance comme j'aime bien faire, de WebGL dans les navigateurs. Donc WebGL, c'est... Pour ceux qui connaissent, c'est comme OpenGL, mais dans le navigateur. C'est fait pour faire des trucs en 3D. Faire des jeux, carrément. Ouais, c'est vraiment ça. Là, il y a une démo qui est disponible sur le Mozilla Developer Network, qui est une démo de Angry Bots. Angry Bots, pour ceux qui connaissent pas, c'est la démo qu'on trouve depuis, je crois, il me semble que c'est depuis le tout début, dans le moteur 3D, enfin, c'est même pas juste un moteur 3D, c'est un moteur de jeu, carrément, Unity. Et en fait, dans la prochaine version d'Unity, qui sera la version 5, il y aura une possibilité d'exporter directement sa création, sa scène 3D, son jeu 3D dans le navigateur en passant par WebGL et surtout sans passer par l'installation d'un plugin. Jusqu'à maintenant, c'était possible. Là, quand on faisait un jeu dans Unity, on pouvait l'exporter sur téléphone, Android, iOS, oui. Et on pouvait aussi le faire fonctionner sur PC et dans un navigateur, mais du coup, il fallait un plugin. Il fallait que l'utilisateur utilise... il fallait un plugin dans Unity pour faire l'export ou fallait... Non, il fallait un plugin dans le navigateur. Pour que le mec l'utilise, d'accord. Voilà. Et sauf que maintenant, il y a un WebGL qui existe, et dans Unity 5, on pourra exporter directement au WebGL. Mais genre toute ton app? Ouais. Genre avec les menus et tout le bazar. C'est fou. Enfin, c'est pas une application, là. Unity, c'est vraiment pour faire pour faire des jeux, mais du coup, vidéo. J'imagine que tu vois, il y a des menus, j'imagine qu'il y a ces petits trucs-là. Ah ouais, mais le menu, tu le fais en WebGL aussi. Ouais, non, mais très bien, d'accord. C'est pas juste, genre, t'exportes pas juste tes modèles 3D, tes textures, tes machins, t'es vraiment toute l'app, tout entier. C'est mortel. Donc, voilà, et surtout, du coup, c'est vachement plus simple pour l'utilisateur lambda, parce que, j'aime bien dire ça. J'aime bien. Il y en a peut-être qui repéreront la référence, mais sinon vous demandez dans les commentaires, hein. Je vous le dirai. Mais voilà, pour l'utilisateur lambda, si on lui dit tiens, va jouer à ce jeu-là, mais il faut installer un plugin, il fait qu'est-ce que c'est le plugin, Steve Jobs il a dit que les plugins Flash c'est de la merde, on dirait que c'est ça, donc j'ai pas envie d'installer, voilà. Alors que là, au moins, il arrive, ça va direct faire un écran de chargement, chose qu'on a l'habitude de voir quand on joue un peu aux jeux vidéo, oui, on sait bien, plus ou moins lourd, mais généralement là, et on pourra jouer directement dans le navigateur. Donc c'est super bien. La démo, c'est Angry Bots. Donc comme je disais, c'est la démo de Unity qui existe depuis longtemps. Pour moi, j'ai toujours connu. Donc il y a rien de nouveau, mais c'est vraiment de la vraie 3D dans le navigateur. Donc alors après, c'est toujours pareil, il faut avoir un ordinateur qui est un peu puissant, etc. D'accord. Mais voilà, c'est juste je voulais en parler pour vraiment la facilité d'utilisation. Ouais, carrément. Tu vas dans Unity, qui a un moteur 3D assez complet. Non, mais c'est même un environnement de développement, Unity. Oui, j'arrête pas de dire moteur 3D, mais c'est plus que ça. En fait, t'as effectivement la partie graphique, mais t'as aussi le moteur physique, t'as tout ce qu'il faut. T'as un IDE et tout, quoi. Ouais. Très bien. T'as vraiment tout ce qu'il faut, et après tu fais export, et bam, c'est disponible dans ton navigateur. Ça, c'est génial. Eh ben, écoute, c'est très séduisant. Allez, continue à nous parler de WebGL. Ouais, alors là, c'est une démo.
C'est un type, apparemment c'est BK Core, qui a refait en WebGL dans le navigateur. Donc là, toujours pareil, hein, il y avait juste le chargement et après, hop, on a le jeu en plein écran. Et qui a refait le jeu Wipeout. Wipeout, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de course un peu futuriste et qui est ultra rapide en fait. Ouais. Voilà, c'est pas du tout réaliste ou quoi que ce soit, et c'est vraiment le but, c'est de faire un truc qui va super vite. Et voilà, donc là, je voulais en parler pour le côté démo technique. Est-ce que ça a été fait avec Unity? Non, je pense pas. Non, c'est vraiment une démo de ce qui est possible de faire avec HTML5 et WebGL. Nickel. Bon bah c'est top. Donc toujours pareil, hein, c'est marrant de le voir, et pour ceux qui veulent regarder comment ça marche, bah, du coup, c'est dans ton navigateur. Donc c'est facile à voir. Carrément. Allez, à moi de continuer et de vous parler cette fois-ci. On met de côté la 3D et les autres choses comme ça. Et je vais vous parler d'HTTPS. On va parler d'un site qui s'appelle HTTP versus HTTPS qui vous permet en fait, c'est ultra simple, c'est devant vous, vous allez avoir 360 images qui sont les mêmes, qui ne sont pas mises en cache et qui représentent un total de 2,04 mégabits de données à télécharger. Et vous allez pouvoir les afficher un coup en HTTPS, donc afficher toutes ces images en HTTPS, donc vraiment c'est vraiment le HTML avec les tags IMG qui s'enchaînent, tu vois, et ton navigateur qui fait les requêtes une à une. Donc voilà, là il me l'a fait en 4 secondes, enfin 4,869 secondes, et vous allez pouvoir faire la même démarche en HTTP. Ça va vous permettre de comparer en fait la vitesse de chargement entre l'HTTPS et le HTTP pour se rendre compte à quel point l'un est plus lent que l'autre. Alors clairement le HTTPS est plus lent, c'est aussi beaucoup plus sécure. Je rappelle que Google favorise les sites qui sont uniques, qui sont intégralement en HTTPS. Ça augmente la sécurité pour vous, enfin bon, c'est discutable, mais malgré tout, ça augmente la qualité de la sécurité pour vos utilisateurs. Oui, quand même, ça arrive. Pas trop tout de suite. Et donc voilà, donc là, bon, dans notre exemple, HTTP est 31% plus rapide que HTTPS. Merci. Alors évidemment, il faudrait le tester plusieurs fois pour que ce soit. Cela, c'est plutôt la connexion qui a été lente. Qui a été un peu lente. Le coup d'avant, pour ceux qui étaient en vidéo, vous verrez, mais le coup d'avant, HTTPS était plus rapide. Ce qui est juste pas possible en fait. Absolument. Donc, bon, évidemment, ça dépend un peu de l'environnement dans lequel vous testez. Ouais. Donc là, voilà, on est à 4%, à 4 secondes tout pile, et hop, on recommence en HTTP. Donc vous pouvez voilà passer de l'un à l'autre pour vous rendre compte un petit peu de la vitesse à laquelle ça va. Ouais. Voilà, HTTP c'est plus lent maintenant. Donc, ça dépend vraiment de votre connexion internet. Ça c'est évident. Mais voilà, si vous avez, bon, je trouvais que c'était intéressant comme preuve en fait de démonstration. C'est super bien fait, c'est juste que là on n'est pas dans les bonnes conditions. Les conditions sont un peu dans les conditions un peu stables. Effectivement. Donc voilà, bon, c'est un petit, voilà, c'est pour ça que dans la zone 404, parce que bon, ça a rien non plus, c'est pas non plus la révolution, mais ça vous permet, c'est un petit outil rapide pour vous permettre de comparer les perfs de l'un par rapport à l'autre. Moi je trouve que ça a très bien sa place dans la zone 404 parce que on n'arrête pas de dire faut faire des trucs rapides et tout, et puis là, on montre que ce qu'on nous provoque, ce qu'on nous incite à faire, ce qu'on nous oblige même à faire, on peut dire ça, vu que Google, ils ont dit on référence mieux, c'est plus lent. Donc, c'est juste que dans les faits, c'est pas beaucoup plus lent, c'est pas si lent que ça par rapport aux bénéfices que ça apporte. Effectivement. D'autant plus que on a dit tout à l'heure, bientôt le SSL sera gratuit. Donc. Oui, en plus. Donc, SSL gratuit, HTTPS favorisé dans Google, bref. Vos sites vont devoir passer en HTTPS. Il n'y a pas de débat. Full. Voilà. Après, écoutez, la démo elle est bien faite. Ouais, elle est cool. Ouais. Non, vraiment, elle est sympa. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Bon, allez hop, c'est sympa à montrer. Sachant que là, il n'y a pas de mise en cache, hein, navigateur ni rien. Donc évidemment, si vous mettez en cache, ça va vous aider, ça va aider grandement les performances. Ça, vous connaissez déjà. Ça conclut la zone 404. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à dans 2 semaines. À très vite.